Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 heures de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Et d'abord, ce coup de théâtre aujourd'hui, le Conseil constitutionnel censure la loi sur le génocide arménien. Des parlementaires de toute tendance avaient saisi les sages en contestant une écriture officielle de l'histoire. Une grave crise a été évitée, se réjouit ce soir la Turquie, alors que le chef de l'État charge le gouvernement de préparer un nouveau texte. Le Sénat adopte ce soir le mécanisme européen de stabilité grâce à l'abstention du Parti socialiste. Les syndicats européens organisent demain une journée contre l'austérité. Et puis dans l'actualité également, la proposition surprise de François Hollande de taxer les millionnaires à 75%. Cette proposition anime la campagne et oblige Nicolas Sarkozy à réagir. Il parle d'amateurisme consternant. L'invité du 19h ce soir est Michel Rocard. Il met les points sur les i dans ce livre sur la présidentielle et la crise, où il apparaît à la fois comme le nouveau Candide, mais aussi et toujours comme visionnaire. Mais d'abord, cette incertitude sur le sort d'Édith Bouvier. Si le photographe britannique Paul Conroy est bien arrivé aujourd'hui au Liban, ni l'Élysée, ni le Figaro ne confirment ce soir, ce qui avait été donné pour sûr au cours de la journée, l'arrivée de la journaliste française au Liban, alors qu'elle est toujours donc à Homs en Syrie. Faustine Saint-Geniès. Incertitude au plus haut sommet de l'État. Après avoir confirmé son exfiltration de Syrie, Nicolas Sarkozy est revenu sur ses déclarations. La journaliste française Édith Bouvier ne serait pas au Liban. Une information confirmée par le journal Le Figaro, où travaille la reporter. Ce qui est sûr, c'est que le photographe britannique Paul Conroy est, lui, arrivé à Beyrouth. Il a fui Homs à moto, selon des sources libanaises. Le Croissant Rouge et la Croix-Rouge ont participé aux négociations pour le faire évacuer. La journaliste du Figaro avait été grièvement blessée dans un bombardement à Homs la semaine dernière. Elle demandait de l'aide dans une vidéo postée sur Internet. Et selon l'ONU, qui donne à l'instant de nouvelles estimations, le bilan de la répression en Syrie est très supérieur à 7500 morts parmi la population civile. Un coup de tonnerre et un camouflet pour les artisans de la loi pénalisant la négation du génocide arménien. Le chef de l'État, on le sait, s'était fortement impliqué pour l'adoption de ce texte qui a divisé chaque camp. Et bien donc le Conseil constitutionnel vient de censurer la loi qui avait provoqué la fureur de la Turquie. Nathalie Guillouard. Les recours parlementaires ont finalement payé. Émanant d'horizons politiques divers, ils ont convaincu les sages du Conseil constitutionnel qui ont censuré le texte punissant la négation du génocide arménien. Au Sénat, le texte avait été adopté en janvier dernier. Jacques Mézard avait recueilli 77 signatures pour dénoncer ce texte. Cette décision nous paraît tout à fait logique. Elle est conforme aux principes généraux du droit français. Elle est importante parce qu'elle se réfère à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme sur la liberté d'opinion et d'expression, ce qui est un message tout à fait clair. Au Sénat toujours, Esther Benbassa, elle aussi, avait mené la charge contre cette proposition de loi. L'annonce de la nouvelle réjouit la sénatrice écologiste à un bémol près. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que la Turquie va se saisir de cette décision du Conseil constitutionnel pour dire victoire, vous voyez, il n'y a pas de génocide puisque le Conseil constitutionnel l'a rejeté. Vous allez voir, demain toute la presse dira victoire. Ce n'est pas une victoire parce que cette loi aurait dû être faite par les Turcs eux-mêmes. La Turquie ce soir se réjouit de cette mesure. Une crise grave entre la France et la Turquie est ainsi évitée, souligne ce soir le vice-premier ministre turc. La censure du Conseil constitutionnel consterne les partisans du texte, en particulier à l'UMP. Beaucoup avaient craint que le Conseil constitutionnel remonte effectivement également à la loi de 2001 qui reconnaissait le génocide arménien, mais peut-être également à la loi de 90, la loi Guesso sur la Shoah. Donc le Conseil constitutionnel ne s'est saisi que effectivement du texte qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc pour moi c'est un peu surprenant parce que du coup la question reste entière. Je pense que le Conseil constitutionnel aura à l'avenir à nouveau à se saisir de ce sujet. La réaction de Nicolas Sarkozy n'a pas tardé. Il a chargé le gouvernement de préparer un nouveau texte prenant en compte la décision de censure du Conseil constitutionnel. L'Élysée affirme mesurer l'immense déception et la profonde tristesse de ceux qui avaient accueilli avec espoir l'adoption de cette loi.
Et il y a un instant, la réaction de François Bayrou qui estime que la relance de la procédure par le chef de l'État traduit chez Nicolas Sarkozy une véritable obsession. La réaction de Brice Hortefeux, l'animateur de la cellule riposte de l'UMP, qui était il y a quelques instants l'invité de Preuve par 3. Bon, il faut en prendre acte, premier élément. Deuxième élément, le président de la République a indiqué qu'il aurait l'occasion de se rencontrer prochainement les responsables de la communauté arménienne et il a chargé le gouvernement de préparer, comme il l'avait d'ailleurs dit, de manière très calme, très sereine, il y a déjà plusieurs semaines, de préparer un texte tenant compte des éléments qui ont conduit à la décision du Conseil constitutionnel. Voilà, et la rapporteure de ce texte à l'Assemblée nationale, Valérie Boyer, l'élu UMP de Marseille, se dit à la fois triste et déterminée donc pour la suite et l'avenir de ce texte. Au Sénat, aujourd'hui, le vote sur le mécanisme européen de stabilité, le pare-feu budgétaire destiné à prévenir de nouvelles crises de la dette dans la zone euro. Les socialistes ont donc opté pour l'abstention, pour ne pas cautionner un traité que François Hollande entend renégocier dans un sens plus favorable à la croissance. Cette abstention a permis en fait donc l'adoption de cette mesure, le mécanisme européen de stabilité. Le Sénat qui par ailleurs a reçu la visite aujourd'hui de François Bayrou, heureux de venir à la rencontre de soutien dans le groupe centriste. Le nombre de ses supporters n'est toutefois pas encore tout à fait clair. Elisa Berthelomé. Le Sénat, une terre de réconfort pour François Bayrou. Faute de soutien puissant à l'Assemblée, le candidat du MoDem retrouve des amis au Palais du Luxembourg. Mission du jour, rallier le plus de sénateurs centristes à sa cause. Une petite vingtaine serait déjà prête à le soutenir sur les 31 que compte le groupe. Des élus du MoDem, mais aussi d'autres sensibilités. Mais d'abord, il y a des députés, et il y a des sénateurs aussi, et il y a des élus locaux, il y a des présidents de conseil général, et c'est un réseau de soutien qui est en train de se constituer, renforcer, et qui est pour moi très précieux. Un soutien précieux qui n'est pas partagé par tout le groupe. Certains sénateurs résistent encore au candidat du MoDem et préfèrent regarder du côté de l'UMP. Si, malgré cette confrontation, j'avais été en phase avec son programme, si j'avais eu le sentiment que ce projet, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour la France, je l'aurais peut-être soutenu, mais je suis plus proche de la démarche programmatique du président de la République, qui se fait aussi dans la continuité des réformes qu'il a engagées, que dans celle de François Bayrou. Pour l'instant, le mot d'ordre chez les centristes est « discrétion ». Les sénateurs n'officialiseront pas leur soutien au candidat du MoDem avant la semaine prochaine. Une seule chose est sûre, au Sénat, François Bayrou a beaucoup de succès. Et pour Jean-Pierre Raffarin, il l'a dit ce matin sur Radio Classique, en partenariat avec Public Sénat, le référendum proposé par François Bayrou sur la moralisation de la vie politique est tout à fait acceptable. L'ancien Premier ministre ne juge pas impossible que le président du MoDem soit demain le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, si ce dernier est réélu. C'était le record à battre, 10 heures au Salon de l'Agriculture. François Hollande s'est longuement attardé dans les allées après avoir commencé son périple tôt ce matin à l'heure de la traite des vaches, c'est-à-dire à 7 heures. Reportage de Bérangère Dinglas. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci. Et c'est un vrai Chiracien qui vous le dit. Il a choisi de se lever à l'aube pour assister à la traite. Cette année, François Hollande a voulu se montrer aussi endurant que son prédécesseur corrézien Jacques Chirac. Il a même prévu de parcourir tous les halls du salon. Mais pour cet éleveur, il est déjà trop tard. Ce que je pense, c'est qu'il aurait mieux fait de passer 2 heures au salon les années précédentes. Là, il me semble qu'il rattrape son retard. Car si dans les allées, certains supporters sont bien là pour encourager le candidat socialiste, François Hollande se refuse de parler d'une visite électoraliste. Nous sommes une grande agriculture. C'est un grand pays avec toute sa diversité. Donc moi j'essaye d'être à la hauteur de ce que l'agriculture française exige du prochain président de la République. Le candidat promet plus de protection par rapport à la concurrence étrangère, une politique agricole commune forte et de réorienter les aides en faveur de l'emploi. Mais du côté des agriculteurs, malgré les propositions, c'est plutôt la désillusion qui domine. Que ce soit un candidat ou un autre, c'est toujours le même résultat. Il y a des promesses, ils veulent se faire élire et après elles ne sont pas tenues. Ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne un petit peu en arrière, que les aides qu'ils nous donnent soient plutôt retransmises sur un prix de revient plus important sur nos animaux
et on aurait aussi, de par ce fait, une meilleure reconnaissance au niveau du consommateur. Souriant, attentif, endurant, François Hollande avait aujourd'hui beaucoup de supporters parmi les badauds. Pour les agriculteurs, c'est une autre histoire. Et Nicolas Sarkozy, lui, il était à Montpellier pour développer ses idées de réforme en matière d'éducation nationale. Il en a profité à son arrivée pour dénoncer, je cite, l'amateurisme consternant de François Hollande après sa proposition surprise de taxer à 75% les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Seule la partie supérieure au million d'euros serait taxée à 75% selon la règle de l'impôt progressif. Manière de dire non à l'indécence, dit-on au Parti socialiste, alors que tout au long de la journée, les réactions se sont multipliées. Fabrice Cunet. On fait ici l'annonce que... L'annonce a surpris jusque dans son propre camp. Jérôme Cahuzac, pourtant le monsieur fiscalité de la campagne socialiste, semblait ignorer cette proposition de taxation à 75% des plus hauts revenus. Et c'est Ségolène Royal qui tentait ce matin de rattraper ce couac dans la communication du candidat Hollande. Ce n'est pas une improvisation. Nous en avons débattu. Puisque nous voyons en conseil politique restreint tous les 15 jours et notre candidat, au fur et à mesure de ses rencontres avec les Français, prend la mesure justement du creusement des inégalités qui est un des fléaux de la société française. Malgré la mise au point, la droite ironise sur ce qu'elle appelle de l'amateurisme et critique. Pour Nicolas Sarkozy, c'est une proposition consternante, désastreuse pour Dominique de Villepin, absurde et illogique pour le Front National. C'est pas de la politique, ça, c'est un coup médiatique en réalité. Le but n'est pas de régler les problèmes économiques dans l'esprit de M. Hollande, mais de lancer un signal à la gauche de la gauche en recréant cette lutte des classes auxquelles ils tiennent tant. Au Front de gauche, cette idée de taxer à 75% les revenus supérieurs à 1 million d'euros par an est en effet qualifiée d'intention louable, mais loin du compte. Pour François Bayrou, en revanche, elle relèverait plus de l'effet d'annonce. Je crois que c'est Audiard qui avait une phrase qui est un peu rude, il disait « le déconomètre fonctionne à plein tube ». De François Pinault à Serge Dassault, cette tranche d'impôt supplémentaire ne concernerait que 3 à 5 000 foyers. Et depuis le salon de l'agriculture, François Hollande appelait cet après-midi au patriotisme des ménages concernés. Et nous aurons la réaction sur ce plateau dans un instant de Michel Rocard qui fustige l'argent dans son dernier livre, l'argent devenu le facteur déterminant du destin humain. Il préfère le talent. Il réagira à la proposition surprise de François Hollande, donc qui a préfacé son livre. Une autre opposition, Hollande-Sarkozy aujourd'hui, sur le blocage des prix des carburants. Le candidat socialiste propose également le retour à la TIPP flottante pour financer une baisse de plusieurs centimes par litre. Julie Dingeloff. Le pétrole atteint des nouveaux records et ses prix se répercutent à la pompe. 1,64 € le litre de sans-plomb 98, 1,60 € le sans-plomb 95 et le gazole est à 1,44 €, proche du record historique de 98 à 1,45 €. Plusieurs raisons à cela. Des tensions géopolitiques qui maintiennent les prix du pétrole à un niveau très élevé et l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar. François Hollande a réitéré hier soir sa volonté de bloquer les prix des carburants pendant 3 mois et de rétablir la TIPP flottante, baisser les taxes quand les prix montent et les augmenter quand ils descendent. C'est le principe de cette taxe mise en place par le gouvernement Jospin en 2000 avant d'être supprimée en 2002 car trop coûteuse. Nicolas Sarkozy considère que ces propositions sont irréalistes. Il propose d'investir dans des voitures consommant moins de carburant et de développer l'énergie nucléaire. Selon l'Union française des industries pétrolières, le blocage des prix est envisageable, mais pourrait coûter très cher. Si le prix du pétrole brut augmente de 10 centimes d'euros du litre, eh bien on diminue les taxes de 10 centimes d'euros du litre et donc on aboutit à un prix bloqué, à un prix fixé. C'est le seul moyen vraiment pratique de bloquer les prix des carburants. Ça a des conséquences très importantes sur les finances publiques. 10 centimes d'euros du litre de baisse pendant 3 mois, ça coûterait à l'État 1,250 milliard d'euros, donc une somme très importante. La prédiction du PDG de Total, Christophe de Margerie, du litre de super à 2 € est peut-être bel et bien en train de se réaliser. La dernière livraison du sondage IFOP fiducial Public Sénat Europe 1, Paris Match. L'écart se resserre au premier tour, on le voit sur ce tableau, entre les deux
principaux et premiers candidats, donc François Hollande et Nicolas Sarkozy, séparés d'1,5 point. Marine Le Pen est à 17%, François Bayrou à 12,5%. Ensuite, viennent Jean-Luc Mélenchon qui est à 8,5%, Eva Joly, toujours fixée à 3%. On découvre les scores des candidats suivants situés à 1 ou en dessous de 1%. Et le résultat du second tour avec François Hollande qui reste largement vainqueur à 56,5% des voix contre 43,5%. Voilà. Bonsoir Michel Rocard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous publiez donc Mes points sur les i, propos sur la présidentielle et la crise. Je le rappelle, préface de François Hollande. Comment est-ce que vous jugez sa campagne et celle de Nicolas Sarkozy, sachant que vous vous méfiez, vous mettez en garde chacun des candidats contre la vacuité des campagnes électorales dans ce livre? Non, je mets surtout en garde l'ensemble de l'opinion, l'ensemble des commentateurs aussi. Des médias aussi, qui ont leur part de responsabilité. Parce que faites tout de même attention que les candidats répondent aux questions qu'on leur pose et que le champ des questions fait colore la campagne. Donc je n'engueule pas que les candidats. Mais c'est vrai que je suis un peu inquiet. La France est un pays assez agréable, qui a beaucoup de problèmes internes difficiles, dont aucun n'est vital, même si tous sont graves. Alors que le monde vit en ce moment 3 ou 4 menaces parfaitement vitales et extrêmement graves. L'une est celle de l'explosion de bulles financières démentielles. On compte en centaines de trillions de dollars les spéculations possibles sur des bulles qui sont en train de se fabriquer. L'autre est le réchauffement climatique. Et la troisième est l'explosion de violence dans laquelle on voit États-Unis et Israël préparer la guerre contre Iran et Syrie, qui ont le soutien de la Russie. Est-ce qu'on n'est pas loin de ces grandes problématiques dans cette campagne, selon vous? Alors, je trouve qu'on est... Bon, bien entendu, les problèmes que je viens d'évoquer ne dépendent pas de la décision de la seule France. Mais il serait sage de se préparer à s'en protéger. Et c'est là, mon livre touche ces choses. Oui. De quoi sommes-nous menacés et comment pourrions-nous limiter la casse, s'en protéger et faire peut-être jouer la France? C'est une puissance moyenne, mais c'est une puissance écoutée. Un rôle précurseur ou médiateur ou surtout d'exemplarité pour améliorer les choses, notamment sur le changement climatique, dont on ne parle plus, on l'a oublié. Or, à force de ne rien faire, ça s'aggrave de plus en plus. Oui. Et puis sur cette menace financière assez terrible. Oui. Alors on ne parle plus de la menace financière pour autre chose. Il semble que la lenteur des travaux européens suffise tout de même à convaincre les marchés qu'on va y arriver et qu'il n'y aura pas de crise. Vous restez optimiste quand même dans cet ouvrage. Oui, mais attention, et lucide. La crise par dette souveraine de la Grèce ou du Portugal, ce n'est qu'un détonateur. La folie des déséquilibres mondiaux, elle est bien plus vaste que ça, et elle est mondiale. Oui, alors justement, sur l'Europe, la crise de l'euro, la crise des dettes souveraines après la Grèce, quel pays, on ne sait pas. Le Parlement français vient d'adopter le mécanisme européen de stabilité. Donc un pare-feu pour prévenir de nouvelles crises. Est-ce que vous êtes satisfait ce soir, Michel Rocard, de l'adoption de ce mécanisme? Écoutez, je suis ennuyé et je réfléchis, je voudrais faire réfléchir quel est le problème? Le problème, c'est que, on ne peut pas échapper à la souveraineté européenne. Difficile. Donc il vaudrait mieux voter. 2, on ne peut pas payer toute la dette. Et 3, il est intelligent de savoir que s'il faut payer assez de dettes pour rassurer les marchés, sinon ça va exploser, il faut tout de même préserver la croissance. Dites-moi, vous l'auriez voté, oui ou non, alors vous, aujourd'hui, en l'état? Moi, je me serais probablement abstenu. Donc sur la position socialiste. Vous, Michel Grosser, c'est pas une affaire de vote, fédéraliste européen. C'est une affaire de compréhension. Ouais. Et dans l'opinion d'aujourd'hui, personne n'est capable de comprendre tout le problème. Que je vous explique. La dette publique, c'est un facteur de la croissance. La dépense publique. En partie par sa masse, en partie parce qu'elle finance des investissements. Et si on arrête de financer des investissements avec la puissance publique, on arrête la croissance. Et on ne paiera plus la dette. Et on n'a pas fait encore tout le calcul terminal. C'est une des questions que je pose dans mon livre. D'accord, bien sûr. Alors, pour finir là-dessus, pour que vous soyez tranquille, ce projet européen, il est anticipé. Et il vaudrait mieux qu'on se mette d'accord sur la stérilisation d'une partie de cette dette. Il faut faire des banqueroutes partielles. Il faut l'annuler quand on ne veut plus la payer. Comment voulez-vous que la Grèce continue à payer? C'est pas possible. On ne peut plus faire d'élections en Grèce. À propos de la bulle financière, vous vous insurgez contre
parce que François Hollande appelle les émoluments extravagants. Et que pensez-vous aujourd'hui de sa proposition? Attention, les émoluments extravagants, ils ne sont pas dans les bulles. Les bulles, c'est beaucoup plus grave que ça. Bien sûr. C'est entre 20 et 200 trillions de dollars. 1000 milliards de dollars. Alors, les émoluments extravagants, c'est autre chose. C'est symbolique d'une société parfaitement inégalitaire et qu'il est de plus en plus. Alors justement. Et qui devient à cet égard assez intolérable. Est-ce qu'il faut taxer, comme le propose François Hollande, à 75% les très riches? Moi, je suis en tout cas content que le débat soit ouvert, parce que je ne pense pas que nos sociétés puissent tenir dans une inégalité croissante et toujours acceptée. Alors, est-ce qu'il faut 75%? Est-ce qu'il faut un peu mieux? Comment protéger là-dedans ce qui est outil de travail? La proposition, vous la prenez à votre compte? Pardon? Vous la prenez à votre compte, cette proposition du candidat socialiste? Je ne connais pas le détail, donc je ne veux pas répondre ici. Il ne faut pas mélanger là-dedans ce qui est outil de travail. Et il ne faut pas chasser à l'étranger les possesseurs de nos usines. Et ça, c'est de la fortune. Alors ça, il faut aller regarder. C'est très important. C'est même une condition qui fait que je ne prendrai pas à ma charge. Mais François, il défend la croissance comme moi. Donc je suis sûr qu'il y a quelque chose derrière. Donc, vous mettez en garde. Attention de ne pas faire fuir un peu plus les riches. Je veux lire le détail, mais je ne veux pas me laisser embarquer dans des jugements trop rapides. D'accord. Et retenez que des pays, parce que c'est vrai de tous les pays développés, des États-Unis tout particulièrement, mais la France aussi, qui se laissent aller à des inégalités croissantes, deviennent de plus en plus intolérants, désagréables à vivre et prêts à la violence. Il faut arrêter ça. Alors la méthode, elle est ce qu'elle est, on en discutera beaucoup sûrement. Avant que la loi soit votée, il y aura du temps de travail. Il fallait ouvrir le problème de toute façon. D'accord. Vous en avez assez, en tous les cas, d'une société, je le disais, où le talent n'est pas le facteur majeur dans le destin des hommes. Hein. C'est l'argent qui a remplacé le talent. Excessivement. Et ça, on peut changer les choses et la nature humaine? Non, parce qu'il y a une fatalité. J'arrive à cette conclusion, mais pour aussi une autre raison, c'est que la croissance rapide va nous devenir impossible. Nous sommes en train de passer le pic pétrolier. Et à partir de dans 2 ou 3 ans, le pic gazier, 10 ans après, ça ne change rien. À partir de dans 2 ou 3 ans, le volume physique de l'énergie disponible va diminuer. Et comme l'Inde et la Chine en demanderont toujours une part croissante, parce qu'ils n'ont pas fini leur croissance, ils la commencent à peine, ça va être assez effrayant. La perspective est celle d'un ralentissement nécessaire de la croissance, donc d'une moindre occupation des hommes. Moins de travail. Absolument, mais bien entendu. C'est pas ce qui se passe en Inde, que vous citez, ou en Chine. Mais même l'Inde, après nous, va se trouver confrontée à la situation mondiale. Keynes écrivait en 1930 que l'humanité est en train de résoudre son problème économique à des règles différentes, il n'y aura plus de rareté, on pourra vivre. Mais il faudra, avant la fin du siècle, 3 heures par jour ou 15 heures par semaine de travail salarié. C'est Keynes qui dit ça, de travail salarié pour que l'humanité subvienne à ses besoins. Alors ceux qui rattrapent, c'est bien leur affaire. Nous faisons face à la pointe avancée et nous le ferons dans une situation où il vaudra mieux donner plus d'importance à la culture, à l'éducation, au savoir, au sport. Au loisir. Oui. Loisir, culture. Oui, bien sûr. On peut concevoir le loisir comme prenant un sens et comme participatif. Il faut faire attention aux loisirs purement passifs et consommateurs. On est abrutis comme des bœufs à l'engrais. C'est pas de ça qu'on parle. C'est d'une activité de l'esprit. Bien sûr. Votre réaction, Michel Rocard, je vous ai vu très intéressé tout à l'heure lorsqu'on a parlé de la loi réprimant la négation du génocide arménien. Finalement, ce texte a été censuré par le Conseil constitutionnel. Il a raison? Alors, de la même manière, je n'ai pas lu les attendus, et c'est très pointu, précis. Mais en tout cas, je crois qu'il a raison, parce que je crois que ce n'est pas le boulot de la loi de trancher sur la manière d'écrire l'histoire, et qu'un vieux principe de civilisation, qui est la liberté d'expression, se trouvait mis en cause dans cette affaire. Et donc, je pense qu'il était bon que le Conseil constitutionnel arrête la tendance à des lois décrivant la manière dont il faut penser notre passé. Tout ça est très dangereux. Et puis la crise avec la Turquie est derrière nous. Hein, et vous défendez la Turquie notamment et sa place en Europe. Pas là-dessus, mais il faut savoir que la Turquie avance à toute allure. Là-dessus aussi. Il y a moins d'1 an, s'est tenu dans une université publique d'Istanbul un colloque sur ce sujet. Et ce colloque, qui avait été une idée née dans l'université privée, a été maintenue grâce à l'énergique intervention d'Erdogan lui-même, le Premier ministre. On avance et on cherche, mais c'est compliqué. Nous avons mis, nous en France,
40 ans à reconnaître le rôle de Vichy. Parce que reconnaître ce qui s'est passé, c'est mettre en cause toute la hiérarchie militaire, probablement l'Église qui couvrait, et en tout cas l'essentiel des élites non arméniennes de l'époque qui participaient au génocide. On ne peut sortir de là qu'avec un accord national. La France a mis 40 ans à le chercher. Je témoigne que la Turquie le recherche. Elle n'y est pas encore. Mais vous pensez que Nicolas Sarkozy s'égare ou s'obstine en voulant proposer un nouveau texte au Parlement sur le même sujet, malgré la censure? Oui, ça me paraît une obstination un peu dangereuse et de toute façon malvenue par rapport à nos relations avec la Turquie, qui sont très importantes en ce moment dans l'équilibre du Moyen-Orient. J'aimerais vous poser une question, la même que celle du début. D'ailleurs, Michel Rocard, sur la vacuité, votre crainte de la vacuité d'une campagne électorale. J'aimerais savoir ce que vous pensez. Un tout petit peu plus précis. Oui. J'ai peur que la campagne électorale ne donne trop d'importance à des échanges de mots, un ping-pong verbal intra-français, et ne néglige les vrais dangers mondiaux qui nous menacent. On ne parle pas beaucoup de l'environnement, on ne parle guère du chômage, qui est le fond de l'affaire, et on ne parle presque pas en ce moment de la menace d'explosion de bulles financières, elles sont terribles. Alors là, vous êtes là pour le rappeler. Et il y a des propositions chaque jour. On a entendu votre commentaire. Vous dites attention à François Hollande. Je fais un peu plus que dire attention, je propose même quelques issues. Oui, oui. Je voulais vous interroger sur l'une des propositions du jour. Excusez-moi, je vous ramène à l'actualité, Michel Rocard. C'est donc aujourd'hui Nicolas Sarkozy qui est à Montpellier pour parler des réformes qu'il envisage dans l'éducation nationale. Vous aviez participé à une commission sur le statut et le des personnels de l'éducation nationale des enseignants. C'est très important. Et le chef de l'État propose d'augmenter les salaires des enseignants de 25% s'ils acceptent de travailler plus, c'est-à-dire de passer de 18 à 26 heures. Qu'est-ce que vous en pensez objectivement ? J'en pense que ce « s'ils acceptent », qui est rare dans un discours présidentiel, est une ouverture de négociation. Oui. Et l'idée de négocier est la clé. On ne peut pas faire des choses comme ça par décision unilatérale de l'État. Mais la condition enseignante est malheureuse. Ils sont en effet très mal payés. Et il y a un vrai problème là. Mais là, l'idée ? Je pense que ce seront des négociations longues et difficiles, parce qu'il y a le primaire, le secondaire, le supérieur, il y a le technique et le général, enfin, il y a un monde, il y a 1 200 000 enseignants. Oui. C'est un monde de situations très différentes. Mais qu'on en discute ne me paraît pas scandaleux. D'accord. Est-ce que François Hollande peut perdre cette élection, selon vous ? Naturellement, il peut la perdre. On n'a jamais vu une élection complètement jouée à l'avance, surtout en démocratie. Il peut aussi la gagner. Et j'espère bien quand même. Ouais, alors votre livre, Mes points sur les i, donc avec une préface de François Hollande chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Michel Rocard. La question du nouvelobs.com, aujourd'hui le partenaire du 19h, imposer les très riches à 75%. Est-ce pour vous démagogique ou patriotique? 67% ont répondu patriotique. Voilà, à 22h. Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale Doc à Doc. Bonsoir. À demain, 19h. Et sachez d'ores et déjà que jeudi à 19h sur cette chaîne, il y aura la retransmission du prochain grand meeting de François Hollande. Merci, bonsoir, à demain. Quel flegme, pas le moindre mouvement de recul, pas la moindre manifestation d'émotion au moment où la poudre blanche s'abat sur lui. Cette image a été vue par beaucoup comme la preuve d'une grande maîtrise du candidat socialiste. Mais que dit-elle sur lui? La question se pose dans chaque campagne, à chaque fois que les politiques se font entarter, chahuter ou prendre à partie. Cette semaine, nous déshabillons en tout bien tout honneur les Sarkozy, Hollande, Bayrou et Le Pen face au risque du métier. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est mercredi à 18h15 sur Public Sénat.